Je m'appelle Kosnei, j'ai 32 ans. Je suis fashion consultant, style advisor. Mon premier gros client, ça a été Didi par le biais de Cassie. À l'époque, vous étiez encore ensemble. À l'époque, ils étaient encore ensemble, donc ça, c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait Didi, Chris Brown, French Montana, Post Malone un tout petit peu, et Swahili, dernièrement, Swahili. Et du coup, tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un bac STT commerce. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. J'ai pas terminé ma licence de langue étrangère appliquée parce que je suis parti en formation militaire. Voilà. Et après, quand je suis revenu de formation militaire, j'ai commencé à travailler. C'est marrant parce que j'ai fait Kiabi, Zara, tout ça. J'ai tenu un magasin. J'ai travaillé chez All Saints. Voilà. J'ai fait du marketing de réseau. Voilà. Et après, je me suis retrouvé, je voulais absolument travailler dans le luxe. Donc, j'ai commencé dans l'hôtellerie de luxe. Et j'ai eu une formation longitude luxe. Donc, c'est une formation assez importante quand on veut travailler dans le haut de gamme, dans le luxe. C'est ce qui donne l'étoile luxe aux hôtels. Et ensuite, j'ai travaillé sur Avenue Montaigne, chez Ralph Lauren, mais je me suis vite rendu compte que je pouvais plus forcément travailler pour les autres, que j'avais envie j'avais envie de challenge, j'avais envie de faire un truc pour moi. Je me suis dit, ouais, t'as rien à perdre, essaye, tu vois. Ok. Donc au début, tu n'avais pas vraiment cette idée de devenir fashion consultant. Mais en fait, moi, j'ai toujours été dans la mode, tu vois. Je suis congolais, mon père est d'origine congolaise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, c'est Cassie qui est venue dans le nord de la France. C'était un ami à moi qui s'occupait d'elle. Et du coup, on était à l'hôtel, on a mangé au restaurant, tout ça et tout, on était attablés ensemble. Et, et quand on arrive au club, on est dans les backstage, et elle me regarde, elle me dit, tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Ok, tu vois, je me mets debout, tu vois. Et je comprends pas ce qu'elle veut, tu vois. Et en fait, elle me demande quel pantalon je porte, tu vois. Et je me souviens, ce jour-là, je portais un pantalon Jean-Paul Gaultier en tweed avec une bande de soie sur le côté, tu vois. Donc, elle me dit, ah ouais, putain, j'aime bien et tout. Et quand je lui dis c'est Jean-Paul Gaultier, elle dit, ah ben je savais que j'avais du goût, en parlant d'elle-même. Moi, comme je te dis, tu vois, je suis un mec, je suis en retrait en général. Même si je suis accepté dans le groupe, je dis, gros, t'es une célébrité, je te parle pas, tu vois, tout le monde veut te parler, les gens, ils venaient pour prendre des photos avec elle, tu vois. Et elle venait me parler une fois, deux fois, trois fois. Son coiffeur, il vient me parler. Je dis, ok, tranquille, là, ils sont cool, eux. Et, en fait, avant même qu'on aille au club, quand on était au resto de l'hôtel, ben, elle me dit, bah, écoute, tu fais quoi dans 2 semaines, tu vois? Je lui fais, bah, moi, tu vois, j'habite en France, je suis là, je suis en France. Elle me dit, bah, viens au Festival de Cannes. Je dis, comment ça, viens au Festival de Cannes? Elle me dit, ouais, viens, je vais te présenter Puff et tout ça. Donc, moi, je fais quoi? Bah, je vais au Festival de Cannes, tu vois. Et quand j'arrive au Festival de Cannes, dès le premier jour, c'était une grosse soirée avec Didi. Elle me présente Didi. Je rencontre d'autres gens de son équipe, les coiffeurs, tout ça et tout, toute l'équipe. C'est comme ça que, en fait, ça a commencé parce qu'après, le styliste, il m'appelait, il me demandait, ouais, alors qu'est-ce que tu peux nous avoir? On a tel événement. Donc en fait, tous les événements médiatiquement reliés, tu vois. Donc c'est-à-dire même quand tu vas en radio, parce que tout ce qui pourra donner du contenu visuel, bah, en fait, tu vois, il se change plusieurs fois dans la journée, tout ça. Donc il me disait, voilà, on peut commencer quand il va à la radio, quand il va là, quand il fait ça. Ok, tranquille. Donc moi, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à être consultant. J'appelais les marques, je leur disais, écoutez, euh, j'aime bien votre marque, j'ai un client aux États-Unis qui fait des événements médiatiques et qui aimerait potentiellement porter vos vêtements. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des options? Voilà. Ok, on m'envoie un lookbook, je regarde le lookbook, je vois ce qu'il y a disponible, je dis voilà, hop, ils envoyaient directement une adresse aux États-Unis. Franchement, moi, je kiffais, tu vois.
Tu te dis, ouah, je suis là, je suis en France et en fait, j'habite Didier à distance, tu vois. Je vois, Ouais. ouais, tu sais, des fois, je le voyais, je faisais, et je regardais les gens, attends, je disais rien, tu vois, je disais, putain, bien, tu vois. Et c'est là que c'est comme ça que ça a commencé. Les gens se sont donné le mot, tu vois. Ils se donnaient le mot et il y en a quand ils venaient en Europe pour peu importe le type d'événement, tu vois. Souvent, c'était ceux qui venaient en concert et tout ça. Et donc, du coup, bah, je les rencontrais soit à l'hôtel, soit directement à la salle de concert et je les habillais. Des fois, je les habillais juste avant qu'ils montent sur scène, tu vois. Ça m'est arrivé qu'ils me disent, ouais, on se donne rendez-vous à l'hôtel et toi, tu arrives à l'hôtel. Donc, déjà, soit tu attends super longtemps, soit ils se sont trompés d'hôtel, soit ils sont déjà partis. Donc, moi, au bout d'un moment, comme ça m'est arrivé deux, trois fois, je disais aux gens, bah, on se voit directement au soundcheck. Donc, parce que des fois, l'artiste, il vient au soundcheck quand il y a le concert. Des fois, il vient pas. Donc, est-ce que tu viens au soundcheck? Oui. Ok, on se voit au soundcheck. Tu viens pas au soundcheck, tu viens directement? Ok, bah, arrive un peu avant, au moins 20 minutes avant ce que tu dois faire. Comme ça, tu me vois. Parce qu'au début, c'était moi, j'étais friand, je voulais absolument le faire. Et puis, au bout d'un moment, je leur dis, si t'es là à l'heure, on le fait. Si t'es pas là, c'est pas grave. Donc, ça m'est même arrivé des fois d'être là. Et au final, bah, je sympathise juste avec l'artiste. Et on se dit, vas-y, on fera ça la prochaine fois parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est comme ça que ça a Hmm. commencé, tu vois. Ça, tu étais encore en France Ouais, ouais, à ouais, ouais. l'époque. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, c'était comment ta première fois aux États-Unis? Ma première fois en tant que pour travailler, Ouais, pour travailler pour le business. la première fois pour vraiment travailler en question mode, c'était parce que j'y suis allé plusieurs fois avant, tu vois, mais c'était pour travailler sur le clip Beaches and Marijuana. Donc c'était Schoolboy, Tyga et Chris Brown. Et ce qui était marrant en fait, c'est que ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant, c'est que Tyga il était déjà venu en Europe. Chris Brown, on s'était vu quelques semaines avant. Et je l'avais rencontré déjà en 2012, si je ne me trompe pas, quand il était venu en France, en Europe. Et Schoolboy, j'avais fait une petite tournée avec lui aussi, tu vois. J'avais fait genre deux, trois dates, tu vois. Donc en fait, comment ça s'est passé, c'était une belle expérience. Et que pour moi, c'était super parce que ça m'a donné du galon, en fait. Parce que quand Tyga, Schoolboy et Chris Brown se sont rendus compte que chacun d'entre eux me connaissait, tu vois, le truc, c'est que ce qui te donne de la force, c'est quand tu connais différentes personnes publiques, célébrités, mais qu'elles ne savent pas. Et qu'un jour, elles se rendent compte que toi, en fait, tu es un mec qui travaille et qui parle pas. Parce que j'aurais pu dire à Chris, ah, mais je connais Taïga. Ah, Ouais, ouais. alors qu'en fait, c'est eux, entre eux, quand ils se parlent, ils disent, mais tu connais Cos? Ouais, je connais Cos. Mais moi aussi, mais moi aussi. Ah ouais, ok. Ah, mais il est sérieux, en fait, ouais. Et c'est comme ça, en fait, que tu prends, que tu commences à avoir un avantage, tu vois. Et que eux, ils viennent vers toi. Parce qu'en vrai, comme ils sont sollicités des milliers de fois par jour, tu vois, il faut que ce soit eux qui viennent vers toi. Donc, je pense que c'était le lendemain du clip, bah, j'étais chez Didi et en fait, il commençait à me parler des BET Awards, tu vois, parce que c'était la même année et c'était les 20 ans de Bad Boy, donc il y allait avoir un truc au BET Awards. Donc voilà, c'était ça ma première fois. Donc après, je rentre en France et je reviens aux États-Unis et on fait les BET Awards. Et là c'était lourd encore plus parce que French, quand il me voit, il me fait oh, qu'est-ce que tu fais là? Je suis oh, bah là, t'as vu, j'habite. Et après, il parle à Puff, il dit mais tu connais un tel? Ouais, je le connais, à chaque fois que je vais en Europe, je le vois. Tu vois? Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu me faire un nom avec eux, tu vois. Parce que je parlais pas beaucoup, j'étais en retrait, je faisais mon travail. Mais en fait, tout le monde, en fait, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des gens, ils savent pas qu'ils me connaissent tous, en fait, tu vois, entre eux. Parce que, tu vois, sur les réseaux sociaux, j'ai pas des millions de followers. Tu vois, je suis une personne lambda sur les réseaux sociaux. Mais en fait, quand moi, je les regarde, je dis, mais lui, j'ai travaillé avec lui, lui, j'ai travaillé avec lui, lui, j'ai fait ça, lui, j'ai fait ça, lui, j'ai fait ça. Mais eux, entre eux, ils savent pas que moi, je suis derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Moi, j'ai juste voulu faire mon travail. Je faisais juste mon travail. Donc, ouais, première expérience, Peaches and Marijuana avec Tyga, Chris Brown et Schoolboy Q. C'était cool, c'était un bon petit clip. Ouais. C'est cool. Et du coup, c'est quoi, pour selon toi, ta version de l'American Dream? Aux États-Unis, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu vois, le système de crédit, c'est pas le même système qu'en France, par exemple. Ouais, là-bas, tu te lèves, tu prends une American Express, tu décides du montant que tu peux rembourser tous les mois, tu peux commencer ton business. Quand tu es jeune, tu n'as pas d'argent, des fois, il te manque 1000 balles, 2000 balles pour commencer un truc. Bah, là-bas, tu prends ton American Express et tu te dis, ouais, le mois prochain, je rembourse 2000 balles. Et après, c'est à toi, tu vois. En France, on veut trop te protéger. On te dit, non, mais si tu fais ça, ah, mais si tu veux louer un appartement, il faut que tu gagnes 3 fois le loyer. Il faut que tu vois ce que je veux dire? Aux États-Unis, on Ouais. te dit, écoute, tu veux ça? Prends. Mais quand il va falloir payer, si tu payes pas, tu dégages. Moi, ce qui m'a fait réaliser la situation américaine, c'est quand j'ai eu un accident, j'en avais parlé avec Goba, j'ai eu un accident de scooter des mers, tu vois, et je me suis rendu compte qu'en fait, aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent, tu meurs. En France, tu te lèves, tu es malade, tu as une couverture sociale, tu payes rien, tu vois. Je me souviens, j'avais vu il n'y a pas longtemps, tu vois, une radio-trottoir, tu vois, et des interviews dans la rue. On demandait aux Américains, mais vous pensez que c'est combien pour accoucher d'un enfant, je sais pas, en Angleterre ou en France, tu vois? Mm. Pas 10 000 dollars, non, non, non. Mais non. Ah bon, c'est combien? C'est gratuit. What? Les Américains, ils savent pas ça, tu vois ce que je veux dire? Une femme tombe enceinte aux États-Unis, elle a intérêt de faire super gaffe parce que si le mois de son accouchement, elle a pas l'argent pour payer l'hôpital, elle est endettée. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, aux États-Unis, c'est automatique. Tu es obligé de faire de l'argent. Il y a pas de, c'est pas comme en France où tu dis ah si j'ai un problème, je peux aller voir une assistante sociale, on peut faire ci pour moi. Il n'y a pas de ça, cousin. Tu bosses, tu bosses. Et c'est pour ça les gens ils se déchirent, ils bossent 2 boulots, 3 boulots. Et ça aussi, c'est quand j'ai pu avoir des discussions avec la mère de Disney, tu vois. Et je lui demandais, je dis, mais comment c'est possible d'avoir 3 boulots? Mais en fait, tu réfléchis pas, frérot. Tu as des factures à payer, tu veux. Elle voulait éduquer son enfant au mieux. Elle travaille. Tu travailles, c'est tout. En France, on réfléchit trop, on se dit, ah, mais attends, je fais ça, attends, je vais essayer ça. Non, tu fonces. En fait, c'est comme si aux États-Unis, tu es dans un crash test. En fait, c'est ça, être entrepreneur aux États-Unis, je pense que c'est ça, en fait. Tu vois, quand tu veux entreprendre des choses, tu es dans un crash test. Bah, tu sais que tu vas te prendre un mur, mais va falloir se relever et remonter dans une autre voiture et reprendre un mur. Tandis qu'en France, on va te dire non, 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 tu vas te blesser. Attention, 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 attention. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, Ouais, je vois. ils aiment un peu trop parentaliser la relation, tu vois. Donc, aux États-Unis, tu peux faire ce que tu veux. Je veux te dire, en France, je connais les gens dans le milieu, que ce soit dans la mode, dans la musique, un peu moins, mais quand même dans le cinéma. Mais il n'y a jamais personne qui m'a donné une chance. C'est pour ça qu'en fait, on me dit, ouais, mais on ne te connaît pas en France. Bah ouais, parce que j'ai voulu faire des choses avec des gens que je connais, les gens, ils ont voulu faire les malins sur moi. Bah, j'ai pris une porte de sortie tout de suite, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir de la France pour les États-Unis. Ça attire tant, parce qu'ils ont l'impression qu'en France, on leur donne pas les chances. Et du coup, ils ont envie d'aller là-bas et de tout tenter. C'est vrai, mais c'est aussi notre faute à nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a, moi, à un moment, franchement, ma vie, tous les 10 jours, tous les 10 jours, j'étais à Los Angeles. Tous les 10 jours, j'étais à Los Angeles. Chris Brown, Didi, un tel, machin, truc, j'ai vu tout le monde. Ok. C'est toi après qui décides si tu donnes accès à d'autres personnes ou pas. C'est comme si demain, je sais pas, quelqu'un avec qui tu as envie de travailler ou quelqu'un qui t'impressionne d'une certaine façon ou d'une autre, t'invite à une soirée, bah, tu te pointes tout seul. Bah, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu as peur. Mais c'est bien d'avoir peur parce que tu, te rends tu prends conscience de l'importance de la relation que tu peux créer avec cette personne. Mais en vrai, tu viens avec, je sais pas, viens avec ta compagnie, tu viens avec tes potes ou ta meuf ou j'en sais rien, tu vois. Demain, hop, je viens avoir le contact de telle personne. Le lendemain, tu viens, tu me dis, vas-y, donne-moi son contact. Tu connais les gens comment ils sont, ils vont te dire, ah, mais non, moi j'ai travaillé dur pour avoir le contact, je vais pas te le donner.
Mais c'est pas comme ça. Les Américains, ils fonctionnent pas comme ça. Hein. Les Américains, ils vont te dire, ah, tiens, prends direct, tiens. Parce qu'en fait, moi, j'ai compris un truc, c'est que quand tu partages quelque chose, tu le multiplies. Je sais plus comment s'appelle l'exemple. C'est un film asiatique qui a cartonné là, qui a eu, je sais plus comment il s'appelle, mais l'histoire, c'est qu'en fait, c'est une famille riche et ils recherchent quelqu'un pour aider leur fille à faire des maths ou c'est aide scolaire en fait. Ah, je crois que ma soeur, elle a regardé ça à un moment. Mais en fait, il y en a le fils, il rentre dans cette famille-là et il commence à faire l'aide scolaire. Mais en fait, à la fin du film, tu te rends compte qu'il a fait venir toute sa famille, que son père il est chauffeur, que sa mère elle est cuistot, que sa sœur elle fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait enquille tout le monde. Eh ben, d'un point, quand je parle aux gens, aux Français de ce film-là, ils me disent ah mais c'est pas bien et tout. Et c'est pas comment ça c'est pas bien? Après, il se passe des choses pas bien dans le film. Il y a de la violence, il y a des meurtres, il y a tout ce que tu veux. Mais bon, ça, c'est autre chose. Moi, je te parle en général, tu vois. Et en gros, le mec, il a fait croquer toute sa famille. Mais les Français vont dire non, c'est pas bien. Les anglophones vont dire mais ça tue ça. Ah, mais pareil, c'est ça que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme euh, comment il s'appelle là, le gars Michael Kyle, Ma famille d'abord. Mm. Mais le grand frère, il a fait en qui tout le monde. Il y a toute la famille qui est dans le cinéma, qui est dans l'industrie du film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est important. Je sais plus, j'avais vu une interview d'une entrepreneuse américaine qui disait que pour elle, elle avait les thunes pour s'acheter un appart à 1 million à New York, une Lamborghini, mais tant que son frère et sa sœur ne pouvaient pas se le permettre eux aussi, de manière totalement indépendante, elle l'a pas fait. Donc elle les a aidés à grandir, et quand tout le monde pouvait s'acheter un appart à 1 million, là ils ont acheté. Elle a dit que c'est important que les gens autour de vous grandissent avec vous, sinon ça sert à rien, tu vas profiter tout seul. Mais oui, tu as tout à fait raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a rien de pire de pouvoir faire du jet ski, mais tu fais du jet ski tout seul, en fait. Tu vois, tu fais du jet ski aux Bahamas tout seul et tes potes, ils sont restés là-bas, ta famille, elle est restée là-bas. Mais c'est horrible. En fait, il n'y a rien de pire d'être riche seul, de réussir seul. Et en plus de ça, c'est même pas une question, juste une question financière, c'est une question d'état d'esprit parce que la personne dont tu parles qui pouvait s'acheter son appartement, mais quand elle voit que sa famille ne peut pas, elle aide d'abord sa famille. Ben en fait, c'est qu'après, quand on arrive à tous à un certain statut, ben, la façon de penser, on a le même mindset. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que, et c'est là en fait qu'il y a des problèmes dans des familles ou même entre potes. C'est que moi, il y a des gens à qui je parle plus parce qu'on n'est pas dans le même, on n'est plus dans le même délire. Tu vois? Et c'est pas que je les aime plus, ces gens-là, c'est juste qu'on n'est plus dans le même délire. Il y a des gens qui peuvent pas comprendre comment moi je vis ma vie. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est que moi, j'ai une autre perspective. Tu vois, c'est simple, je vois les choses d'un autre angle, en fait. Et la faute, elle est à rejeter sur personne. C'est juste la vie qui est comme ça. Des gens avec qui j'ai grandi, ils voient pas la vie du même angle. C'est très simple. C'est, c'est de la géométrie, tu vois. Moi, je vois le côté gauche du truc, toi, tu vois le côté droit, ben, c'est pas pareil, tu vois. Et ouais, c'est ça, quoi. Ça, c'est vrai pour beaucoup de personnes qui font des projets, genre ton réseau, très vite, tu te rends compte qu'il faut que tu sois aligné avec les personnes de ton réseau. Et du coup, comment toi, tu t'es construit ton réseau? Comment tu te construirais un réseau? En fait, tu as vu, c'est simple, comment tu construis un réseau, c'est que c'est ton attitude, en fait. En fait, c'est quand tu as le lifestyle, déjà, c'est facile. Tu peux rencontrer qui tu veux. Moi, combien de fois j'étais assis dans des restos, il y a un tel qui est là, un tel qui est là. Tu es dans un resto, il y a 5 6 célébrités, mais des top célébrités, tu vois. Et après, si tu es bon, si tu es malin, tu vas, tu parles avec eux normalement. Tranquille. Tandis que quand ils viennent en Europe ou quand ils sont en tournée ou quoi que ce soit, il y a de la sécurité, il y a l'entourage. C'est compliqué. Là, tu te lèves, si tu sais où il faut aller, tu connais les endroits, tu te lèves, tu vas, tu peux rencontrer tout le monde. Tu sais, les gens oublient d'être polis, d'être simples. Les gens, la plupart du temps, moi, quand je vois les gens, que ce soit les Fashion Week ou pendant les festivals, les gens, ils arrivent, ils sont gonflés. Tu sais, arrives, tu es gonflé. Mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver comme si on doit tout te donner? Donc, en fait, pour te créer un réseau, c'est d'être humble, d'avoir la bonne attitude. Et au début, tu es obligé de travailler gratuitement. Ouais. Donc, tu proposes tes services, tu dis, écoute, moi, je peux faire ça. Ok, bah, et après, quand on te rappelle, tu dis, écoute, la dernière fois, j'ai fait ça, mais là, cette fois-ci, tu vois, tu expliques aux gens, tu dis, voilà, cette fois-ci,
c'est un service payant, tu vois. On peut commencer tout doucement et on voit comment ça se passe. Ça se fait beaucoup dans tout ce qui est ces métiers-là, là, tout ce qui est un peu créatif. Les gens ils veulent te payer en visibilité, en expérience, etc. C'est bien au début, mais après, il faut réussir à switcher ça parce qu'au bout d'un moment, il faut payer les factures. L'expérience, c'est bien, mais Ouais. ça ne paye pas les factures. Mais en fait, le truc, c'est que tu feras toujours des trucs gratuits. Moi, je préfère travailler. Je travaille, je fais ce que j'ai à faire et je passe à autre chose. Parce que pendant longtemps, ça a été OK, je travaille et puis je vais être payé après. Et puis après, peut-être t'as pu passer une semaine pour travailler, mais en fait, tu te retrouves pendant 2 mois à chasser des gens pour récupérer ton argent. C'est pas une vie. Tu peux des fois faire des trucs cadeaux, tu vois. Et quand tu fais des trucs cadeaux, c'est bien aussi parce que tu montres aux gens que tu as confiance en eux, que tu crois en eux. Faut pas trop le faire. Faut pas trop faire des trucs gratuitement parce que après, toi, ça met de la tension parce que après, tu dis putain, ah ouais, non, mais là, faut absolument que je fasse de l'oseille. Et du coup, tu peux des fois mettre la pression sur la mauvaise personne, tu vois. Et au final, tu te grilles, tu te crames. C'est ça. Et je crois, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Michael Jordan, là, de Last Dance. Ah, je l'ai pas encore regardé. Bah, y a une scène, je te spoil pas et tout, mais il y a une scène d'entraînement où genre les gars ils étaient pas concentrés, etc. Et tu vois MJ qui commence à les insulter, motherfucker, Ron Harper justement, motherfucker, get back in track, nanana, you sleeping, blablabla. Et ça peut, je comprends que ça a choqué certains Français, mais c'est juste les Américains, ils ont un mindset. En Mhm, France, jamais t'as ça. mhm. Non, mais complètement. T'as vu ce qu'il a, t'as vu là, en ce moment, ça tourne sur Instagram ce qu'il a dit Zlatan quand il était à Los Angeles. Il leur a dit, si vous êtes venus pour traîner sur Hollywood et faire les célébrités, je sais pas, il leur a dit quoi? Il a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Si vous êtes venus pour le soleil et aller sur Hollywood, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une île, j'ai 300 millions sur mon compte. Euh, je suis pas venu pour ça, en gros. Et il s'est vénère. Il a dit, celui qui me parle, je le tue. Ah ouais. En fait, moi, je suis un mec, je dis ce que j'ai à dire. Dans la même minute, je peux t'insulter et tout de suite après, je vais te dire, vas-y, viens, on continue. Ça clash, mais parce qu'on a un but commun. C'est-à-dire que toi et moi, demain, on a un but commun, et je te vois en train de faire des choses qui sortent de notre ligne de conduite. Je te viens, je fais ce que j'ai à faire, je t'insulte, je te mets une claque ou n'importe quoi, pour te réveiller, en fait. C'est pas parce que je veux te faire du mal. Et du coup, j'imagine que tu as connu des moments, des épreuves difficiles. C'était quoi la plus grosse épreuve difficile que tu as eu à surmonter? Bah, en fait, euh, la plus grosse épreuve, c'est pas quand je bossais. Ça n'a pas été quand je bossais. C'était plus d'un point de vue personnel et c'est plus quand je me suis retrouvé à vivre dans. Donc c'était avant tout ça. Hein, c'était vraiment avant de travailler avec tous ces gens-là. C'était de te rendre compte que bah j'avais plus de ressources, tu vois. Et je vivais dans un espace de 3 mètres carrés. Ce qu'on appelle un SAS. C'est un logement d'urgence. En tout cas, le mien était situé dans un foyer de jeunes travailleurs, tu vois. C'était un challenge, tu vois, mais ça m'a apporté que du bien, puisque quand j'étais là-bas, on va dire que je rêvais. Je rêvais d'être invité au Festival de Cannes et c'est arrivé après, tu vois, c'est arrivé juste après. Je pense que ça m'a apporté des émotions qui se sont transformées en sentiments. Et je pense que quand tu as des sentiments, bah, tu fais des actions et ça te donne un certain état d'esprit, tu vois. Et ça m'a donné l'état d'esprit pour que je change de vie, en fait. Ça m'a fait changer de vie. Je me suis dit, ouais, soit je reste là comme ça, à vivre dans un truc comme ça, ou soit j'essaie de changer ma vie, ou tu vois, ou sinon je vais pas avoir la vie que je veux avoir, tu vois. Donc, je pense que c'est ça. On va dire que c'est ça l'événement marquant, c'est d'avoir vécu dans ce 3 mètres carrés, tu vois. Ouais. Et c'est important, quand tu vis des moments difficiles, c'est important d'en tirer quelque chose, que ça nourrit quelque chose en toi. Et toi, si je ne me trompe pas, hein, cette période-là, ça t'a inspiré pour ta marque. Ouais. Alors, la marque, c'est 3 square meters, c'est 3 mètres carrés.
Bah oui, ça m'a inspiré parce que euh, je pense qu'on devait parler du voyage au Maroc. Après le voyage au Maroc, j'ai décidé vraiment, vraiment, vraiment de travailler pour moi, tu vois. Mm. En fait, il y a le moment où tu as envie de travailler pour toi et il y a le moment où tu peux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Parce que ouais, des fois, on échoue dans certaines choses parce que c'est pas le bon timing. Et là, je pense que c'était le bon timing. Donc, du coup, oui, ça m'a énormément inspiré. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis renseigné pour faire ce qu'on appelle du ready-made. Du ready-made, en fait, c'est reconstruire l'espace dans lequel je vivais quand j'étais dans ce 3 mètres carrés. Et je me suis dit, ouais, c'est cool. Sauf que derrière, j'avais un client qui n'arrivait pas à me payer, donc il m'a payé en t-shirt. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes t-shirts et à mettre le logo de 3 mètres carrés dessus. Et puis, comme j'ai des amis qui ont des magasins, ils m'ont dit, ah, c'est cool et tout, c'est quoi? J'ai dit, bah voilà, j'ai commencé à en faire, voilà. J'ai dit, ah, bah vas-y, donne-moi-en un, tout ça. J'ai dit, oh, non. Et puis, ils commencent à les vendre, et puis voilà. C'est comme ça qu'on a commencé la marque. Et après, je me suis dit, bah vas-y, on continue, tu vois. On continue, et c'est là qu'on a fait la Fashion Week à Paris. Et puis, on va continuer encore hein, quand les Fashion Week vont, vont reprendre, tu vois. mm. Et justement, tu as parlé du voyage au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai entendu ça pendant le live et j'avoue que c'était une grosse histoire. Ouais, non, c'était drôle, tu vois. French Montana, c'est quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Mm. C'est un Américain, c'est sûr et certain, mais il a gardé son côté africain. Et je m'entends bien avec lui, tu vois. C'est quelqu'un, tu vois, encore une fois, moi, je parle pas beaucoup aux gens, tu vois, mais quand on parle, on rigole bien. C'est quelqu'un qui est gentil, qui a des valeurs. Et il me dit, oui, je vais faire mon anniversaire. T'es jamais venu à un de mes anniversaires, tout ça et tout, c'est cool si tu viens. Bon, ok, tu vois, son cousin, il me disait ça aussi. Il me dit, viens, tu vas voir, on va faire son anniversaire. Et tu ouais, ouais, ok, cool, tu vois. Et en fait, quand j'arrive, on fait une semaine avant que ce soit son anniversaire. En fait, c'était la semaine de son anniversaire. Mm. Et il m'avait prévenu, il m'a dit, oui, on va shooter des vidéos, des machins, des trucs. Et en fait, il me dit, ouais, je vais shooter Famous au Maroc. Et en fait, Famous, c'est un son qui est important pour lui parce qu'il parle de sa grand-mère dedans, nanana, tout ça, tu vois. Il me dit, oui, je l'ai shooté déjà, mais je suis pas content, je veux le re-shooter d'une autre façon. Ok. Et donc, du coup, après, on va au Maroc. Mais moi, j'avais des choses à terminer. Donc, j'étais à Paris à ce moment-là. Et son cousin, lui, il prend un vol le matin. Et du coup, moi, j'avais booké mon vol, tu vois. Je me suis dit, bon, moi, je vais le prendre un peu plus l'après-midi, tu vois. Le matin, je peux pas, j'ai des choses à terminer. Hein. Sauf que lui, quand il arrive là-bas, il me dit, ah, mec, en fait, là, on vient d'arriver, là, je viens d'atterrir, mais en fait, on vient me chercher en voiture parce qu'on va conduire, on va plusieurs heures de route, on va à Chefchaouen. Chefchaouen, c'est la ville bleue, tu vois, au Maroc. Et je dis, c'est dans les montagnes et tout ça. Je dis, ok, tranquille. Je prends un vol je change de destination du coup. Donc j'essaie de prendre un vol à peu près dans les mêmes heures, mais je change de destination. Sauf que je rate mon vol, j'arrive en retard, je rate mon vol. Et là, il y avait une dame aussi qui avait raté son vol, elle était dans le même, elle avait la même destination que moi, une dame âgée, tu vois. Et, euh, et du coup, je reprends un autre vol pour le soir, et du coup, on arrive le soir tard. Quand on arrive, je prends un taxi, je partage le taxi avec cette dame-là. Tu sais, c'est les vieux taxis, ça met du temps. Ouais, taxi du bled. Vrai taxi du bled, tu vois, les vraies vieilles Mercedes qui ont été. Tu le crois pas, mais ils te disent, ouais, il y a 1 million au compteur, tu vois. Quoi, 1 million? Ouais. Mais c'est pas Les voitures, possible. tu sais même pas d'où elles sortent. Les voitures, tu sais, nous, les voitures, tu les as peut-être vues dans des trucs de collection, tu vois. C'est vraiment pour dire, la femme, la dame, elle me dit, mais non, t'inquiète pas. Moi, j'ai dit, mais on peut prendre un autre véhicule, on peut pas prendre un truc. J'avais peur. Tu sais, il fait nuit noire, tu te retrouves dans le nord du Maroc et après tu dois rouler encore plusieurs heures pour arriver à Chefchaouen. Donc on roule, on l'a déposé elle, sur le chemin parce qu'elle s'était arrêtée avant. J'arrive, oh, le bâtiment où je vais, ah, c'est fermé. Je dis mais non, j'essaie de taper un peu, tant qu'il n'y a rien. J'appelle tout le monde. J'appelle lui, son cousin, assistante, son frère. Ça répond pas. Je dis ah ouais, c'est chaud quand même. Je dis, ah ouais, bon, comment je vais faire? Il y avait un hôtel, donc je vais à l'hôtel et voilà, si vous avez une chambre de dispo, juste pour dormir, tu vois, bah, normal, tu vois.
Non, il n'y a rien et tout. Ouais. Tu sais, j'étais tellement dans un délire où je ne peux pas dormir dehors. Je dis, laisse-moi juste, je reste dans le hall jusqu'à ce que j'arrive à appeler mes gens. Tu vois, non, 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 tu rentres pas. Ok. Je suis allé dans le bâtiment d'à côté, c'était ouvert. J'ai posé mes 2 valises, j'ai dormi sur mes valises. J'ai dormi peut-être 3, 4 heures, tu vois, un peu plus. Et à un moment, je vois quelqu'un qui descend des escaliers, qui descend les escaliers. Et je vois que le mec, il est habillé un peu comme les gens de la production quand tu es sur un clip, tu vois. Il avait un pantalon cargo noir, des chaussures, des Ouais. baskets un peu sécurité noire et tout. Je dis, bon, ok, bon, moi, je suis vraiment au bon endroit, c'est bon. Et puis, quand je sors ma tête, je vois 2 personnes amener des plateaux dans l'autre bâtiment où j'étais censé aller. Donc, je les suis, je monte, je crie, nan, nan, oh ouais, c'est qui? Oh, c'est quoi ça? Vas-y, monte. Je monte, je leur dis, ah, les gars, je vous ai appelé. Ah, désolé, on a fermé le bâtiment parce que les petits voulaient rentrer. Enfin, tu vois, les enfants, ils voulaient rentrer pour le voir, tu vois. Mm. Je dis, ok, ok. Et t'as vu, encore une fois, j'aurais pu faire une scène, tu vois. J'aurais pu dire, c'est les gars, ça se fait pas. Parce que dans le fond, tu sais que j'arrive, gros, garde ton téléphone. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? de ouf. J'ai pas fait de scène. J'ai dit, l'objectif, c'est de tourner le clip. C'est pas sur moi. C'est pas par rapport à moi, il n'y a rien de personnel. Et tu vois, encore une fois, c'est ça le travail. C'est-à-dire que Mm. là, beaucoup de gens ont dit, ouais, vous me prenez pour qui? J'arrive au milieu de la nuit. Eh, mec, t'as raté ton avion, c'est de ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, j'ai raté mon avion, c'est de ma faute. Mm. Donc, après, on commence à filmer. On a filmé pendant. On a filmé toute la journée jusqu'à ce qu'il fasse peut-être jusqu'à ce qu'il soit peut-être 1 heure du matin, 2 heures du matin, un truc comme ça. Donc pour moi, ça faisait beaucoup, tu vois. Et après, on a repris les voitures et on est allé, je crois que c'était à Casablanca, si je ne me trompe pas. Et lui, il est parti pour inaugurer une école, tu vois. Voilà. Donc c'est ça le truc de ce voyage-là. Les bons côtés, c'est que c'était une belle expérience, tu vois. J'avoue, j'ai pleuré quand j'étais là-bas, tu vois, parce que j'avais pas été en Afrique, même si c'est l'Afrique du Nord, j'avais pas été en Afrique depuis longtemps. Et j'ai rencontré Director X. Donc Director X, c'est lui qui fait les grosses vidéos pour Ouais. Drake, tu vois, c'est un mec de Toronto, tu vois. Enfin bref, ça. Et, euh, et du coup, après, quand je rentre, bah, j'ai une discussion avec madame, et madame me dit, ouais, c'est bien, t'es parti à LA, t'as fait ci, t'as fait ça, nanana, nanana. C'est bien. Ouais. Tu leur donnes de l'amour à eux, tout ça, mais à toi, et on en est où? Parce que faut dire ce qui est, tu vois. Il y a des périodes où j'étais payé, il y a des périodes où j'étais pas payé, tu vois. Et elle me dit clairement, elle me dit, ouais, c'est bien. Eux, ils ont droit à ça, mais toi-même, tu te donnes pas autant que tu leur donnes, tu vois, en fait, c'est ça. Et c'est là d'où est venue l'idée de commencer à faire l'installation artistique. 3 mètres carrés, 3 square meters. Et en fait, de l'installation artistique, on passe aux t-shirts qui ont déjà été vendus, qui ont été sold out à Amsterdam. Donc ça m'a prouvé que c'était vraiment faisable, tu vois. Et que derrière, quand on fait la Fashion Week de Paris et quand on va à Los Angeles, on voit qu'il y a des acheteurs qui sont intéressés par la marque, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, tout ça. Donc tu dis, ouais, je vais continuer à faire mon truc, tu vois. Peu importe. Euh, j'ai plus exactement la même vie qu'avant où j'étais tout le temps dans les avions, dans les hôtels de luxe et tout ça, tout ça. Mais au moins, tu vois, j'ai mon propre truc, tu vois. Donc je pense que le deuxième déclic, il est là, tu vois. Je me dis, ouais, le voyage au Maroc, voilà ce que ça m'a apporté. Et puis c'était drôle, en fait. C'était drôle. Franchement, c'était drôle. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on sait? Dans ma vie, j'ai jamais dû prendre 3 billets d'avion pour aller à un endroit, tu vois. Je pense que ça arrive à très peu de gens, tu vois. Je me dis, dans la Et, même journée. et même moi, là, en janvier, je suis parti faire mon premier tour en Asie solo. Laisse tomber. Moi-même, je savais que j'allais rater des avions. J'ai raté des avions, des trains. C'est une galère. Une galère. Ouais. Et what's next? C'est quoi la prochaine étape? En fait, la prochaine étape, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que avant le confinement, on devait lancer un drop. En fait, on devait faire Coachella et on devait faire une petite capsule pour Coachella.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la capsule, mais comme Coachella, ce sera en octobre, on la lancera en octobre. Mais en même temps, on devait faire des capsules pour le printemps, tu vois, le début du printemps, printemps-été. Donc, t'as le Canada, les États-Unis, donc l'Amérique du Nord, hein, et l'Europe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on va pouvoir reproduire avec les usines, on va lancer des drops Amsterdam, Londres, Paris, Toronto et Los Angeles. Lourd. Question un peu motivation. Quel conseil tu donnerais aux jeunes cosses de 18 ans ou 20 ans? Demande pas, prends. Demande pas, prends. C'est un peu comme, je sais plus si c'est Al Pacino ou Robert De Niro, je pense que c'est Robert De Niro qui a dit, écoute, moi, je vole le vélo et après, Joe me pardonnera, tu vois. J'irai pas jusque-là, tu vois, mais c'est un peu l'idée, en fait. Et il y a un truc aussi, ça c'est en étant avec Post Malone et Sway Lee, c'est les deux, ils le pensent et ils le disent dans leur musique, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. Quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Le conseil que je me donnerais, c'est ouais, demande pas, prends, fais ce que tu as à faire, tu pourras pas plaire à tout le monde. Enfin, C'est exactement ça. Ça me fait penser à une interview que j'avais lue dans l'Officiel, le journal L'Officiel. Je sais plus qui c'était, mais il disait, en parlant de la mode, parce qu'on lui demandait, ouais, la mode responsable, écolo, etc., qu'est-ce qu'il en pense? Il a dit que il dit, ouais, c'est des conneries. On est 7 milliards de personnes sur cette terre. Si tu passes ton temps à essayer de plaire à 7 milliards de personnes, tu n'arriveras jamais à rien. Faut énerver les gens, faut que les gens ils soient agacés par ta présence et que tu avances. Quand les gens ils sont agacés par ta présence, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose. Non, ça me fait penser à un truc que j'avais posté, si je le retrouve. Donc en fait, ouais, un mec si tu viens et que tu disturb, c'est quoi déjà en français? Que tu Perturbe. déranges, ouais, voilà, Ouais. tu déranges personne. En gros, on va pas te regarder, on va pas donner de patience ni de respect, tu vois. Et moi, pendant longtemps, j'étais comme ça, tu vois. J'étais doux, tu sais, je venais, je me faisais discret. Et un jour, ça c'est marrant, un jour, c'était les BET Awards. Un des clients avec qui je travaillais, il était habillé d'une certaine façon. Je lui dis, mais pourquoi tu as des logos là, 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 là? Là, j'ai des logos. Ok, c'est ma marque, tu vois. Mm. Ça m'appartient. Et quand tu viens, sur ton pull, tu as un logo. Sur ton pantalon, sur tes baskets, tes casquettes, tout partout, tu as des logos. Alors que t'es quelqu'un d'influent, t'as pas besoin. C'est toi la marque. Toi, tu es une marque. Donc, t'as pas besoin de mettre tout ça. Et je me souviens justement, ce client-là, il était parti changer. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi tu mets tout de la tête aux pieds et on voit des logos? T'as pas besoin de logos, c'est toi la marque. C'est ça que c'est ça que j'avais dit à ce client-là et ça me fait penser à ça, tu vois. Et en fait, les gens autour, l'équipe me regardait. Je dis, mais pour qui il se prend? Mais si je viens, si tu m'emploies pour faire un travail, mais que je te dis pas ce que je pense, autant que je reste chez moi, tu vois. Ouf. Et la preuve, ça a fonctionné puisque tu t'es changé. Donc en gros, c'est ça. Si tu viens pas pour changer quelque chose positivement, bien évidemment, on n'est pas là pour faire des problèmes, tu viens pour changer les choses positivement, bah ouais. Tu dois déranger, il faut déranger un peu, tu vois. Il faut déranger un peu. Je pense que c'est important, hein. C'est important si on veut faire, pas forcément changer les choses, mais faire avancer les choses. Tu déranges un peu. Obligé. Mm. Et du coup, dernière question. Si je te dis Cam, tu penses à Mm. quoi? C'est le terme, pour moi, c'est le terme réel du continent, de notre continent d'origine, tu vois, déjà. Ça me fait penser, c'est noir, tu vois. Ouais. Après, ça me fait penser à tout ce qui est kémite, kamite, tout ça. Donc, c'est un terme, pour moi, c'est un terme important, tu vois. Et c'est bien que vous fassiez passer un certain message par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut connaître son histoire si on veut avancer, tu vois, proprement, tu vois, parce que je pense que
notre communauté, elle a un peu du mal à s'orienter correctement parce que les gens ne se rendent pas forcément conscience de leur passé. Donc, en fait, ils tournent un peu en rond, tu vois. Mm. Ils tournent un peu en rond, alors que notre histoire, elle est très, très belle, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ils retiennent une chose et ils parlent souvent, les gens parlent de, mais en fait, le mec le plus riche de tous les temps, c'était un Africain. Soit c'était Mansa Moussa, c'est ça? Ouais, Voilà, tu vois. Et en plus, lui, il était riche en or. en Donc, or, en or pur. c'est du vrai argent, parce qu'aujourd'hui, on base l'argent sur l'or, tu vois. Mm. Donc, lui, il était vraiment très, 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 très riche. Ouais, ok, c'est cool, mais comment il a fait? C'est-à-dire qu'il avait des techniques peut-être qu'on ne connaît pas encore, il avait des façons de fonctionner. Ouais, bien. Et je pense que c'est bien que justement tu poses la question par rapport à Cam, c'est que bah ouais, il faut faire des recherches, faut se documenter par rapport à l'histoire de notre continent, tu vois. Mm. Donc, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment important. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Et il y a comme dans tout, il y a un timing, tu vois. Des fois, c'est le moment, des fois, c'est pas le moment. Donc, voilà. En tout cas, merci mon gars pour le temps, hein. Je crois qu'on a fait 1h20. 1h20, ça va encore, hein. Là, il y a des sujets, on peut approfondir, on peut déborder, c'est profond. Ouais. Et merci mon gars. En tout cas, nous, on va suivre ta marque, etc. On va essayer de donner de la force comme on peut à notre échelle. Ouais. Peut-être plus tard, si on se recroise, on pourra réapprofondir sur certains points. Ok, mon gars. Merci Vas-y, beaucoup, hein. vas-y, prends soin de toi, prends soin de la famille. On se capte. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, ciao.